Bonjour, bienvenue dans le podcast Raconte-moi Paris, un podcast qui vous parle des merveilleux monuments de Paris. Aujourd'hui, je vous emmène au centre Pompidou, qui se trouve en plein cœur de Paris, à côté des Halles. On l'appelle aussi le centre Beaubourg. C'est un immense bâtiment, très curieux, comme un grand bloc avec beaucoup de métal et de tuyaux. Il y a aussi à l'extérieur de longs tubes de verre qui emmènent les visiteurs jusqu'à son sommet, d'où on a une vue magnifique sur les toits de Paris. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment ce lieu culturel à l'architecture si originale est apparu dans Paris il y a presque 50 ans. Sa construction a été très compliquée et critiquée, mais c'est un monument qui a su conquérir son public et qui reçoit chaque jour des milliers de visiteurs. Alors remontons un peu dans le temps. Nous voici en 1969. La France a élu un nouveau président, Georges Pompidou. Ce dernier et sa femme Claude sont passionnés d'art contemporain. Ils sont d'ailleurs eux-mêmes collectionneurs, c'est-à-dire qu'ils aiment acheter des œuvres pour eux. Alors qu'est-ce que c'est l'art contemporain ? C'est un art dans lequel les artistes utilisent des peintures, des sculptures, des vidéos, des photos ou même des objets du quotidien pour créer des œuvres. Ce n'est pas un art tourné vers l'esthétisme, mais c'est un art qui interroge, qui fait réfléchir. Je donnerai quelques exemples en fin d'épisode. Ce nouveau président, Georges Pompidou, veut un lieu d'art contemporain qui permettra à Paris de retrouver sa place de capitale artistique. À cette époque, c'est New York, aux États-Unis, la ville qui attire tous les artistes. Le président français disait « Je voudrais passionnément que Paris possède un centre culturel qui soit à la fois un musée et un centre de création où les arts plastiques avoisineraient la musique, le cinéma, les livres, la recherche audiovisuelle. Car des musées à Paris, il y en a, et même beaucoup. Mais un seul propose de l'art moderne et il se trouve au Palais de Tokyo. Un grand concours international va être lancé. C'est la première fois que des architectes du monde entier vont pouvoir concourir pour un tel projet en France. Et c'est un projet de taille. En effet, le président de la République a décidé que ce nouveau musée serait placé en plein cœur de Paris sur un immense terrain laissé à l'abandon depuis 40 ans et qui était utilisé comme parking de voitures. Ce terrain s'appelait le plateau Beaubourg. C'était un lieu sale, mal fréquenté et immense. Il y avait déjà eu l'idée d'y construire une grande bibliothèque. Une idée que reprit Georges Pompidou dans son projet de centre culturel qu'il commença à nommer Centre Beaubourg. Ce concours eut beaucoup de succès, puisque 681 projets arrivés du monde entier furent déposés. Toutes les candidatures étaient anonymes, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas le nom des architectes derrière chaque projet, qui était juste numéroté. Il y eut des propositions vraiment originales, comme un musée en forme d'œuf géant, ou bien un autre couvert de gigantesques parasols. Mais très vite, le jury composé de 9 personnes dont des architectes prestigieux de tout pays fut très attiré par un projet différent des autres, le numéro 493. Cette proposition était un immense bloc avec de grandes baies vitrées, un bâtiment pensé comme un grand jeu de construction avec toutes les machines et les technologies à l'extérieur, comme les pièces d'un mécano géant. À l'intérieur, il y avait de larges étages comme de grands plateaux que l'on pourrait aménager très librement. Également, leur proposition était que ce musée s'ouvre sur une grande place, un véritable lieu de vie qui amènerait naturellement les visiteurs vers le musée. Car l'objectif était de donner envie d'aller découvrir l'art contemporain. Ce projet fut choisi par le jury à 8 voix contre 1 et on découvrit alors avec étonnement que 2 jeunes architectes inconnus en étaient les auteurs. Renzo Piano, un Italien de 33 ans, et un Anglais, Richard Rogers, de 35 ans. Les premiers surpris furent ces 2 architectes qui avaient failli ne pas présenter leur projet et qui ne pensaient pas remporter le concours. Alors évidemment, leur proposition très originale génère beaucoup d'interrogations, de peurs et de critiques. On eut d'abord peur de leur jeunesse et de leur courte expérience. Pourtant, on peut se rappeler que Charles Garnier, qui a construit l'Opéra Garnier, n'avait que 36 ans et très peu de réalisations à son actif avant cet immense projet d'opéra.
Un peu comme à l'époque de la construction de la Tour Eiffel, les Parisiens et les journaux eurent des mots terribles. On disait qu'on construisait une usine, une prison. On l'appelait aussi le monstre du Marais. Le Marais, c'est le nom du quartier dans lequel se trouve le centre Pompidou. Mais face à cela, le président Pompidou, qui respecta le choix du jury, fut, avec sa femme, un soutien sans faille pour les deux architectes. Renzo Piano et Richard Rogers firent évoluer tout de même le projet, notamment en diminuant sa hauteur. Au début, il devait y avoir 7 étages, mais finalement, ils ont décidé qu'il y en aurait 6. C'était déjà quelque chose de nouveau à Paris, parce qu'une règle ancienne disait que les bâtiments ne devaient pas être plus hauts que 25 mètres. Et le centre Pompidou serait plus grand, avec ses 42 mètres de haut. Jusqu'alors, seules les églises étaient autorisées à être aussi hautes. Quand on monte en haut du centre, on voit en effet que les autres bâtiments sont tous à peu près de la même hauteur. Seuls les toits des églises dépassent. Les deux architectes ont aussi décidé de mettre des gros tubes transparents à l'extérieur du musée. Un long tube servirait à se déplacer d'un étage à un autre grâce à des escalators. On l'appela la chenille. Cette chenille, on la distingue très bien quand on regarde le bâtiment de l'extérieur. Renzo Piano et Richard Rogers décidèrent de rendre visible tout ce qui faisait fonctionner le bâtiment. Et il y a donc une multitude de tuyaux apparents. C'était une idée incroyable et très novatrice. Ils choisirent de donner à chacun de ces tuyaux un code couleur qui indiquerait sa fonction. Dans les tuyaux bleus circulent l'air et la climatisation. Dans les tuyaux verts, l'eau. Dans les tuyaux jaunes, l'électricité. Et enfin, un marquage rouge indique la circulation des visiteurs, comme sous les escalators de la chenille. Toute une façade du bâtiment est recouverte de ces tuyaux. Et on retrouve également ces tuyaux à l'intérieur. Mais la mort inattendue du président Pompidou en 1974 faillit remettre en question le centre Beaubourg. En effet, son successeur, Valéry Giscard d'Estaing, n'était pas du tout amateur d'art contemporain et n'aimait pas vraiment ce projet. Il émit l'idée de tout arrêter. Mais les fidèles de l'ancien président résistèrent et eurent l'idée de baptiser ce lieu Centre Pompidou en hommage à l'ancien président, et ils firent valider ce nom par les députés de l'Assemblée nationale. La voie était alors libre pour continuer la construction. Lorsque le Centre Pompidou ouvre en 1977, c'est immédiatement un immense succès. Il possède aujourd'hui la plus grande collection d'art moderne en Europe et la deuxième au niveau international derrière New York. Il y a une très grande bibliothèque sur 2 étages, un espace dédié à la création artistique, la danse, la musique et un cinéma. Et bien sûr, il y a un lieu pour les enfants, avec des ateliers organisés régulièrement. Pénétrons maintenant à l'intérieur du centre Pompidou et prenons les escalators de la chenille pour aller au 4e étage, celui de l'art contemporain. Je vais vous parler de 3 œuvres. La première s'appelle le magasin de Ben. Il s'agit d'un véritable magasin qui était dans la ville de Nice et où son propriétaire Ben, un Italien, vendait et achetait des objets, des disques et des appareils photo. Son magasin devint un lieu artistique, puis une œuvre en continuelle évolution, car il y avait sans cesse de nouveaux objets qui s'y ajoutaient. Il y a beaucoup de détails amusants à observer et des petites phrases drôles sur les façades, comme « Si je peins, c'est pour la gloire ». Un peu plus loin se trouve le jardin d'hiver du sculpteur et peintre français Jean Dubuffet. On a l'impression de rentrer dans une grotte dont tous les murs sont peints de formes tracées en noir sur un fond blanc. L'artiste nous invite à observer ces formes et à laisser libre cours à notre imagination et à notre créativité. Il paraît que Jean Dubuffet avait créé ce jardin d'hiver pour lui et qu'il y passait de longues heures à méditer. Enfin, il y a le salon d'Agam, que le président Pompidou avait commandé pour mettre dans ses appartements privés au palais de l'Élysée. C'est une antichambre réalisée par l'artiste israélien Agam, spécialisé dans l'art optique. Ce dernier composa une œuvre avec 900 couleurs et un effet d'optique qui fait que lorsque l'on se déplace le long de l'œuvre, on voit le décor des murs changer. C'est assez surprenant et on imagine le contraste avec le style classique du palais de l'Élysée.
Et il y a bien sûr de nombreuses autres œuvres à découvrir, ainsi que le 5e étage, qui permet de voir des peintures d'art moderne d'artistes célèbres comme Matisse, Miro, Delaunay ou encore Soulages. Le centre Pompidou est aussi apprécié pour sa piazza extérieure, une place en italien, où l'on peut profiter d'un moment de calme puisqu'elle est totalement piétonne. Elle a une particularité, c'est qu'elle est en pente, une pente qui descend vers l'entrée du musée. Cette pente est faite exprès pour inciter et faciliter l'accessibilité à ce musée d'art contemporain qui pourrait impressionner ou intimider. Cette place est un lieu très vivant où on peut parfois écouter de la musique et voir des spectacles de rue. Ce centre Pompidou est un monument vraiment différent du reste des musées parisiens. Il laisse à l'art contemporain toute sa place et toute sa liberté. Certaines de ses œuvres sont parfois surprenantes et déplaisent. Mais c'est ce qu'elle cherche à faire au fond. Elle nous invite à réfléchir, à contester et à dialoguer. Le centre Pompidou fermera ses portes pour travaux pendant 5 ans à partir de 2025. Il vous reste donc quelques mois pour profiter de ce lieu unique à Paris avant sa rénovation. Je mets dans les notes de l'épisode et sur le site raconte-moi-paris.com toutes les informations sur les activités et les visites pour les familles. Merci d'avoir écouté cet épisode.